l'heure de l'information. Il est 20h. Bonjour à tous et merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, la sonnette d'alarme du gouvernement. Attention, les cas de Covid-19 augmentent. De nouveaux foyers inquiètent. 3 localités se voient reconduire le couvre-feu. Également, dans l'actualité ce soir, nous évoquons le climat des affaires avec des réformes opérées ici et là. La visite à domicile au niveau des services de douane retiennent notamment notre attention ce soir dans cette édition. Et puis, nous serons aussi dans le moyen mono en construction sur place, un pont qui devra désenclaver plusieurs villages. C'était une promesse du chef de l'État. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Attention donc, les chiffres sont à la hausse. Les cas de contamination au Covid-19 augmentent. 3 nouveaux foyers inquiètent particulièrement le gouvernement, d'où d'ailleurs de nouvelles mesures annoncées. Voici Inès Tinso, ce communiqué conjoint du gouvernement à propos justement des nouvelles mesures annoncées. Communiqué conjoint donc, dans le cadre du suivi de l'évolution de la pandémie du Covid-19. Conformément aux recommandations de la coordination de la gestion de la riposte contre le coronavirus et du comité scientifique mis en place par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, pour lutter contre cette pandémie, il a été noté depuis quelques semaines une progression préoccupante de cas de nouvelles infections au coronavirus sur l'ensemble du territoire national et particulièrement dans les localités suivantes. Sokodé, Tchamba et Adjingere, ayant relevé que les personnes infectées ont eu de très nombreux contacts et afin d'éviter que cette propagation ne s'accentue davantage au sein des populations des dites localités et sur l'ensemble du pays, le gouvernement décide de ce qui suit pour compter de demain 25 août 2020. 1. Le bouclage des villes de Sokodé, Tchamba et Adjingere. 2. L'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h dans les préfectures de Tchaoudjo, Tchamba et de Sotouboua. C'est un communiqué conjoint donc du gouvernement signé donc par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Midiawa, du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Payadoua Boupessi, et enfin du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, général Damram Yarka. Vigilance donc, motif certainement de la rencontre de la coordination nationale gestion riposte Covid-19 à Sokodé, l'un des foyers inquiétants, rencontre avec les populations de Tchaoudjo. Qu'a-t-il dit précisément le colonel Mohamed Djibril Sokodé? La teneur des échanges avec Désiré Alori. En 48 heures, Sokodé seul a enregistré 28 cas testés positifs à la Covid-19. C'est alarmant. Le chef de l'État, très préoccupé par cette flambée de la pandémie dans Tchaoudjo, a dépêché une équipe en tête, le coordonnateur national de gestion de la riposte de Covid-19, le colonel Mohamed Awalou Djibril. Cas d'urgence, il est question d'échanger avec les CVD, CDQ, associations, les leaders communautaires et religieux sur les causes. Le chef de l'État, président du comité de crise, nous a dépêché, en tant que coordonnateur, de venir évaluer ce qui se passe, mais aussi d'appuyer les activités en matière de soins, en matière d'infrastructure, en matière de personnel, et aussi sensibiliser la population sur les causes de cette augmentation. La préoccupation des autorités, c'est travailler à tout prix à maîtriser le mal qui a rebondi pour cause du relâchement des mesures barrières. Tous les participants entendent redoubler de vigilance. Nous, les CDQ, nous avons pris l'engagement de lutter à côté du gouvernement pour écarter cette pandémie à Sokodé. Nous allons parler aux gens sur le lavage des mains et le port des masques
et diminuer le nombre lors des mariages et des baptêmes pour pouvoir limiter la maladie. Nous allons restituer cette réunion d'urgence à nos collègues et à leur tour aussi nous allons revenir aussi, nous allons aussi restituer la même réunion aux chefs de quartier des villages de chaque canton. Nous allons associer aussi les imams et les oulémas de chaque canton. Tout le monde est porteur potentiel. Le coordonnateur national de gestion de la riposte appelle les populations de Tchaoudjo et par là de tout le pays à un comportement responsable pour ensemble faire entorse à la pandémie. Nous avons vu ces responsables religieux et ces chefs cantons pour partager l'information, la sensibilisation dans la population pour que tout le monde prenne au sérieux ce combat. Et nous sommes dans un circuit où les choses vont évoluer favorablement et nous espérons cela. Nous profitons une fois encore de l'occasion pour remercier le chef de l'État qui a mis tous ses moyens pour venir dans Tchaoudjo pour régler ce problème de flambée. C'est la deuxième fois que le chef de l'État, au cours de cette période de crise, dépêche une équipe d'urgence au chevet des populations de Sokodé pour soutenir l'équipe locale de riposte et sensibiliser les populations sur les mesures barrières, comportements responsables pour éviter le coronavirus. Et dans la foulée, voici la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour, lundi 24 août 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1295, avec 18 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 914, avec 4 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 354 et le nombre de décès est de 27. Chiffres et communiqués rendus publics par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Midiawa. Inquiétude liée bien sûr au Covid-19, mais à côté, il y a cette bonne nouvelle à propos d'une autre maladie, la trypanosomiase humaine africaine. C'est fini chez nous, éliminé. Le ministre de la Santé a fait l'annonce ce lundi. Antoinette Omarvavor. La trypanosomiase africaine humaine ou maladie du sommeil n'existe plus au Togo. Le pays a validé la première étape de l'élimination de la maladie. Perçue comme un problème de santé publique, la surveillance de cette maladie a été une réussite. Le dernier cas positif remonte à 1996 et en 2018, le pays a introduit le dossier de la certification de l'élimination de la maladie auprès de l'OMS, dossier qui a été validé en juin dernier. Divers critères ont milité en faveur du Togo. Pour éliminer la trypanosomiase humaine africaine, il faut prouver qu'on n'a aucun cas autochtone au moins durant les 10 dernières années. Et le Togo, depuis 1996, n'a plus signalé de cas de trypanosomiase humaine africaine. Ça, c'était un des premiers critères. Au-delà, il fallait faire un suivi et ensuite présenter un dossier très bien fourni et bien documenté au comité d'experts externes à l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire un comité d'experts indépendant. Et soyez sûr que c'est un véritable examen parce qu'il faut documenter toute l'historique de la maladie dans le pays, étape par étape, phase par phase. Et ça veut dire qu'il faut avoir une bonne mémoire institutionnelle et de la documentation de toute la problématique de la maladie depuis qu'elle a commencé dans le pays. Et on sait que les 3 foyers dans le nord, c'est-à-dire les foyers à Kara, les savanes et même les plateaux, ont démarré depuis les années au 19e siècle, on peut dire. Parce que les premiers cas ont été identifiés dans les plateaux et la Kara, c'était en 1926.
et dans les savanes en 1934. C'était donc un engagement politique très fort pour aller vers l'élimination. Nous sommes présentement à la première phase qu'on appelle la validation de l'élimination comme problème de santé publique. Le Togo doit encore soumettre un dossier pour vérifier l'arrêt de la transmission. Et là, le critère de base, c'est 0 cas sur au moins une dizaine d'années. Le Togo réunit déjà ces critères-là, mais ce n'est pas encore lancé, puisqu'il n'y a pas encore beaucoup de pays qui ont fait la première étape. Le Togo est le premier pays. Et donc, le Togo doit continuer par travailler. Et donc, vérifier l'arrêt de la transmission. Quand tous les pays auront fait ça, c'est en ce moment qu'on va parler de certification. Le Togo est le premier pays à avoir éliminé la trypanosomiase humaine africaine sur le continent. Endémique dans les pays d'Afrique noire, la trypanosomiase humaine africaine est une parasitose redoutable, invalidante, difficilement curable et conduisant toujours à la mort si elle n'est pas traitée de façon adéquate. Mais grâce aux efforts conjugués de tous les acteurs de la santé, elle a été éliminée du Togo. Les pays voisins n'en étant pas encore à la même phase, la surveillance doit continuer afin d'éviter toute résurgence de cette maladie. Le gouvernement togolais tient à remercier tous les partenaires qui ont contribué à l'élimination de cette maladie, notamment l'Organisation mondiale de la santé, pour son accompagnement sans faille, depuis la détection des premiers cas jusqu'à l'élimination totale de la maladie. Le gouvernement togolais s'engage à soutenir le plan post-validation de l'élimination de la trypanosomiase humaine africaine en tant que problème de santé publique en vue de la vérification de l'arrêt de la transmission à l'horizon 2030 prévu dans la feuille de route de l'Organisation mondiale de la santé. Transmise lors d'une piqûre de la mouche tétée, la trypanosomiase humaine africaine est une parasitose qui fait partie des maladies tropicales négligées. L'objectif étant d'éliminer la maladie à l'horizon 2020. La maladie est éliminée certes, mais il n'est pas question de baisser les bras pour éviter sa réapparition. Et voilà donc pour le climat santé de cette édition ce soir. Le climat santé qui est bien sûr au Covid-19. Traduction, c'est le ralentissement des affaires. Malgré ce contexte, et bien notre pays, le Togo semble tenir. Le Togo relève les défis de 2020. Qu'est-ce qui nous fait bien dire ceci, Augustin Kossi? En dépit de la crise sanitaire liée au Covid-19 qui paralyse tous les secteurs d'activité, l'environnement des affaires au Togo est en constante amélioration selon la ministre chargée du climat des affaires, Sandra Johnson. Pour anticiper sur les effets de la crise et soutenir les secteurs très exposés, de nombreuses réformes ont été entreprises. La digitalisation des procédures administratives dans le domaine portuaire et celui de la fiscalité. Il a été mis en place une cellule économique de crise présidée par le chef de l'État. Également, une coordination nationale de gestion de riposte au Covid-19 et des commissions de haut niveau composées de plusieurs acteurs. Une plateforme a été créée pour l'exécution des contrats. Elle permet aux avocats de poursuivre les audiences par la saisine et le paiement en ligne de manière à garantir la sécurité juridique de l'investissement. L'accès à l'énergie avec le remboursement des avances sur consommation. La poursuite de la réforme relative à la réduction des frais de raccordement, la dématérialisation de toutes les procédures douanières dans les activités portuaires pour faciliter le commerce transfrontalier. Autant de nouvelles dispositions pour faire du Togo une destination privilégiée des investisseurs. Bien plus encore, des mesures fiscales et douanières pour les entreprises ont été mises en place. Une dizaine d'impôts ont été supprimés. La patente exonérée sur les 2 premières années et le e-tax effectif. Les contrôles fiscaux sont suspendus et ne se limitent qu'aux entreprises non citoyennes. Pour
Pour les entreprises qui ont des échéances d'impôts durant la crise sanitaire, les pénalités sont suspendues. Les droits et taxes à l'importation de tout matériel destiné exclusivement à la lutte contre le Covid-19 sont exonérés. C'est dire que la pandémie n'a pas détourné le Togo de sa dynamique. Maintenir son rang dans le classement de la Banque mondiale et conserver les acquis dans sa quête permanente de l'amélioration du climat des affaires. Et au niveau précisément de l'OTR, Office togolais des recettes, il y a là aussi des réformes qui touchent directement les impôts, les taxes à payer. Objectif, améliorer toujours le climat des affaires. Mais en quoi ces réformes profitent vraiment aux citoyens togolais? Élément de réponse au Buissin aussi. Le but essentiel des réformes entreprises par le Togo est d'offrir un environnement des affaires favorable et bénéfique aux entreprises. Elles ont également des impacts forts sur le développement du pays et profitent aux citoyens. Le citoyen lambda doit être considéré comme un opérateur économique en puissance. Vous savez, nul n'est ni opérateur économique. C'est les initiatives et les moyens qui concourent à la création d'entreprises. Alors, dans tout ce que le gouvernement fait, c'est pour créer les bases d'une gestion des affaires au niveau de notre pays beaucoup plus souple, beaucoup plus attrayante, aussi bien pour le citoyen lambda et que pour les opérateurs économiques qui existent déjà, et aussi pour attirer les investisseurs. Je prends l'exemple des exonérations. Lorsque on dit qu'aujourd'hui, pour acheter les produits qui concourent à l'agriculture, il n'y a plus de TVA, ou bien pour importer les machines agricoles, il n'y a plus de TVA. Alors l'agriculteur en bénéficie. Lorsque le bien importé pour développer l'agriculture ne supporte pas la TVA, lorsque le citoyen lambda aura besoin d'utiliser ce bien, soit il va le louer, soit il va l'acheter. Voyez-vous que d'une façon ou d'une autre, il ne pourra plus encore débourser beaucoup de sous. Parce que la TVA, c'est un impôt inflationniste. Il augmente le prix du bien. Si le bien devait être vendu à 1000 francs, et il y a une TVA de 18%, ce n'est plus de 1000 francs. Ça fait 1180 francs que... Donc, disons globalement que le citoyen lambda, lorsque toutes les conditions sont créées en ce qui concerne l'exonération des taxes, en ce qui concerne le climat des affaires, ça réagit sur son quotidien. La fiscalité doit être considérée alors comme un outil d'intégration économique. C'est l'information qui manque au niveau des citoyens, au niveau des opérateurs économiques. Quelquefois, ils ont comme l'impression que l'impôt c'est contre eux. Non, l'impôt n'est pas contre eux. L'impôt est pour eux, beaucoup plus que pour l'État. C'est le lieu de dire que nous faisons en sorte que les réformes du Code général des impôts soient aussi connues avant leur mise en application, avant même leur vote à l'Assemblée, par les opérateurs économiques qui apportent leur contribution. Ce qui est le plus important, c'est de considérer l'Office togolais des recettes comme une administration qui est créée pas pour faire du mal, ou bien pour empêcher la création d'entreprises. L'Office togolais des recettes a donc une redevabilité, améliorer le climat des affaires et la qualité des services offerts aux opérateurs économiques. Autre maillon essentiel dans l'amélioration du climat des affaires, la douane nationale. Elle vient d'initier un nouveau service, notamment au port autonome de Lomé, la vidéo-visite à domicile. En quoi consiste-t-elle au-delà de sa simple définition? Quels sont ses avantages? Les explications, Antoinette Omar va voir. La vidéo est l'une des réformes engagées dans le secteur douanier pour désengorger le port autonome de Lomé et faciliter les échanges commerciaux entre le Togo et les autres pays de la sous-région. Vidéo ou visite à domicile est une initiative de l'Office togolais des recettes OTR mise en place par les autorités douanières pour lutter contre la fraude douanière, réduire les coûts du contrôle, sécuriser les marchandises et lutter contre la corruption des agents de la douane. C'est une disposition qui permettra aux opérateurs économiques de recevoir leurs marchandises à domicile tout en les invitant
à se conformer aux exigences de la réglementation douanière. Ce, afin de fluidifier les terminaux à conteneurs, vu que le pays ne dispose pas pour l'heure d'un port sec. Le temps d'attente des conteneurs sur le quai est donc réduit. Les coûts du contrôle douanier sont également réduits. La sortie des marchandises est accélérée. Les marchandises sont plus sécurisées et les recettes perdues sont recouvertes. La réforme visite à domicile vidéo est un outil de lutte contre la contrefaçon et l'amélioration des performances économiques. La vidéo est une réforme déjà existante dont l'application n'était pas stricte au Togo. Désormais mise en œuvre, elle va considérablement améliorer le système économique du pays et contribuer à l'augmentation des recettes du port autonome de Lomé et permettre de sécuriser les recettes de l'État. C'est une réforme qui a également pour objectif la promotion de la santé publique, en ce sens que le dispositif exige que les marchandises passent par un contrôle minutieux afin de réduire les importations sans déclaration conformément à l'article 9 du Code de la douane qui stipule que toute marchandise prohibée ou non dédouanée doit être saisie, en particulier les produits pharmaceutiques. Il est question désormais de maintenir le cap entre le contrôle douanier et la facilitation des échanges pour l'atteinte des objectifs de l'axe 1 du PND, celui de faire du Togo un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Dans le reste de l'actualité, cette rencontre bilan de l'Agence nationale pour le développement à la base, ANADEB, rencontre notamment sur les projets de filets sociaux de base et d'emploi pour les jeunes. Les précisions de Nestor Moussou. Les projets filets sociaux et services de base FSB et opportunités d'emploi pour les jeunes vulnérables EJV ont été lancés le 6 février 2018 par le chef de l'État. Ce sont deux projets du gouvernement cofinancés par l'État togolais et la Banque mondiale et dont l'exécution a été confiée à l'ANADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base. Quel est le niveau d'exécution de ces deux projets au premier semestre de l'année 2020 ? Pour répondre à cette question, l'ANADEB a tenu deux rencontres du 17 au 22 août au Palais des Congrès à Kara avec les acteurs de mise en œuvre. À ces deux rencontres bilan s'ajoute une conférence de presse dans le souci de partager les résultats avec le grand public. Le projet filets sociaux et services de base a été élaboré pour assurer aux ménages et communautés pauvres un meilleur accès aux infrastructures socio-économiques de base et aux filets sociaux. Sur le projet FSB, nous dirons que les cantines scolaires, avec le financement de la Banque mondiale, c'est fini à partir du 31 janvier 2020, mais que c'est le gouvernement aujourd'hui qui, avec ses ressources, accompagne les 315 écoles à manger tous les midis. Sur la composante des transferts monétaires, nous avons 40 000 ménages que nous devons accompagner avec des allocations de 15 000 francs tous les trimestres, et ceci pendant 8 trimestres. Nous sommes actuellement au 5e ou au 6e trimestre selon les communautés. Ceci également est en cours. Nous pouvons dire qu'à ce jour, les 61 000 ménages ont reçu au moins chacun une fois l'allocation trimestrielle. Nous avons les infrastructures socio-collectives de base sur le projet FSB. Nous devons accompagner 200 communautés à disposer des ouvrages. Aujourd'hui, nous avons déjà lancé au moins 150 ouvrages qui sont en cours. Certains sont en étape de réception technique et d'autres, les travaux se poursuivent très bien. D'autres viennent d'être démarrés avec les approbations des comités régionaux d'approbation au niveau de nos antennes. Malgré les difficultés, on avance, on est sûr d'atteindre l'objectif. Concernant le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, il vise à fournir des opportunités de génération de revenus aux jeunes pauvres au Togo. Ce projet prend en compte 14 000 jeunes. Sur ce projet, on a la composante volontariat communautaire avec les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, mais notre objectif, c'est de pouvoir insérer au moins 10 000 jeunes sur les 14 000 jeunes que le projet enrôle dans les 200 villages des cantons les plus pauvres de notre pays. L'insertion des jeunes, l'approche n'est pas très huilée. Et donc, nous sommes un peu en apprentissage. On essaye des propositions, on s'arrête, on corrige et on avance. On sait également que
avec un peu plus d'engagement des uns et des autres, la cible des 14 000 jeunes va être atteinte pour l'enrôlement. C'est vrai que la Covid est venue perturber. La pandémie nous a amené à suspendre les travaux pour 3 ou 4 mois. C'est ça qui fait aujourd'hui un peu la révision de la stratégie pour que les objectifs qui nous sont assignés dans le cadre de ce projet soient atteints. Donc, de façon globale, les deux projets évoluent bien. Toujours au sujet du projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, sur le volet TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, 137 micro-projets sont réalisés ou en cours de réalisation sur 200 attendus. Et 4 451 jeunes ont été pour le moment subventionnés pour des activités génératrices de revenus selon la NADEB. Les projets FSB et EJV sont financés à hauteur de 19 milliards 200 millions pour le premier et 9 milliards de francs CFA pour le deuxième. Les deux prennent fin en décembre 2021. Un regard également ce soir dans l'actualité sur le projet Cantonnage, ce projet lancé en 2014 et qui doit participer au niveau communautaire à l'entretien des routes. À l'heure du bilan, qu'est-ce que ce projet a pu apporter concrètement? Sylvain Raboudou pour nous en dire plus. Ce n'est plus individuel comme par le passé, l'activité liée au projet Cantonnage, mais plutôt un travail communautaire depuis son lancement en 2014 par le gouvernement. Cette activité est menée par les comités de développement à la base qui se déploient sur les tronçons, notamment les routes revêtues et non revêtues, ainsi que les pistes rurales pour l'entretien de ces réseaux routiers. Et ceci pour un objectif bien précis, celui de mieux faire face à la recrudescence des accidents. L'activité est menée chaque mois selon le calendrier de chaque groupe et selon la distance confiée à chaque comité. Du 1er au 20, les communautés doivent prendre toutes les dispositions pour être sur les routes et les pistes pour les entretenir. Et entre le 20 et le 25, les DRTP, avec l'appui des chefs secteurs, et nous faisons le suivi conjoint sur ces tronçons pour apprécier le travail que les communautés auront fait. Ensemble, nous apprécions et on signe un document avec la communauté que nous appelons le certificat de conformité, ce qui permet à la DRTP de les convoyer ou d'apprécier ce que les communautés ont fait et de les convoyer ensuite à la SAFER. Et c'est sur cette base-là que la SAFER va virer l'argent sur le compte des communautés. Chaque 19, on sort pour tailler la route. Ils sont aujourd'hui nombreux sur le terrain, ces comités de développement à la base. Dans les plateaux, ils se chiffrent à plus de 700 aujourd'hui, sur plus de 1600 à l'échelle nationale. Aujourd'hui, nous dénombrons plus de 24 000 emplois créés de manière temporaire jusqu'en 2019. Ce projet permet aux communautés bénéficiaires de pouvoir utiliser ces fonds pour réaliser les micro-projets dans leur communauté. Ce projet est donc devenu un emploi temporaire pour ces comités. Et les fonds sont directement virés sur leur compte et servent à la réalisation des œuvres communautaires. À Amoblo et à Agou, les témoignages sont grands. L'argent vient directement dans le compte du CVD. Nous n'avons pas le droit d'aller toucher ça individuellement. L'argent nous a servi premièrement à mettre au propre une place pour le forage. Nous avons essayé de faire les bancs. Plus, nous avons essayé de faire 4 chaises bancs, en plus une table bureau pour une école. Ailleurs, tout comme ici, à Zavé, dans l'Amour, les fonds ont servi à la réhabilitation de l'USP, à la construction d'un forage, d'une latrine et d'une cuisine pour le personnel soignant au sein de cette unité. À Adanka, le comité a pu, grâce à ce cantonnage, contribuer à hauteur de 800 000 francs à un projet d'adduction d'eau initié par Plan Togo. Tout récemment, Plan Togo est venu chez nous pour nous construire une mini-adduction d'eau. Et ils ont demandé notre contribution de la communauté. On a contribué avec une somme de 800 000. Maintenant, ce qui reste dans notre compte, on a quelque chose de 550 808 francs. Et on a vu finalement que le cantonnage est bon. Outre ces localités, bien d'autres. Chaque localité a donc pu jouer sa partition dans le développement de sa communauté. C'est le cas ici à Adikroum, dans la Kébou. Les fonds mobilisés par le comité ont permis d'aider l'école primaire à faire la toiture du bâtiment scolaire. 3 structures interviennent donc dans la mise en œuvre du projet cantonnage. La SAFER, organe chargé du financement, les TP et la NADEB.
Visiblement, chaque structure apporte donc son expertise dans ce projet. Le projet couvre aujourd'hui une distance de plus de 5745 km, dont environ 4 km de pistes rurales et plus de 1700 km de routes. Dans les plateaux, il a mobilisé plus de 8700 jeunes, dont environ 1500 femmes. Je vous l'annonçais également dans les titres, c'était une promesse du chef de l'État qui se réalise à Petit-Woué, dans le Moyen-Mono. Eh bien, un pont de 60 mètres est en cours de construction. Il devra désenclaver beaucoup d'autres localités environnantes. Les travaux lancés en début d'année avancent progressivement. Constat fait d'ailleurs sur place par les cadres, les élus du milieu. Le récit de Pierre Soussou. Pas de répit depuis le coup d'envoi des travaux sur ce chantier. Petit-Woué et les localités environnantes dans le Moyen-Mono vont être bientôt connectées entre elles. Le pont que voici en construction est une promesse du chef de l'État Fogna Singbe pour désenclaver le milieu et faciliter l'écoulement des produits agricoles. Après environ 7 mois d'exécution, cadres et élus du milieu constatent l'avancée de l'ouvrage. Il s'agit d'un pont de 60 mètres qui doit permettre de désenclaver des populations qui souffrent depuis des années. La décision a été prise à l'occasion d'un passage du chef de l'État. Chose promise, chose actée. Donc le process est acté depuis début 2020. Et il faut dire que la nature n'a pas été du tout clémente avec nous. Mais comme vous le constatez, nous sommes en train de gagner cette bataille. Les travaux sont exécutés par une entreprise locale, Minesoun. Les grosses œuvres sont en voie de finition, les points critiques maîtrisés. L'ouvrage prend progressivement forme. Tout est préfabriqué. Donc nous sommes en train de... On a eu des soucis par rapport à des inondations. Nous sommes en train de régler définitivement le problème. Nous pensons d'ici une dizaine de jours qu'on sera définitivement sorti de ces difficultés. Lorsque nous faisons la balance entre le temps imparti et les travaux exécutés, nous sommes à 60% de réalisation pour un temps consommé de 68%. Ça veut dire simplement que nous projetons, dans le pire des cas, pouvoir livrer cet ouvrage d'ici la fin de l'année. Sur ce site, la main-d'œuvre locale est promue. Des jeunes de la localité y sont recrutés, de quoi réduire leur vulnérabilité. D'ici la fin de l'année, le chantier va être livré et beaucoup d'entre eux espèrent se constituer un pécule pour s'auto-employer à travers des activités génératrices de revenus. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Balvou, notamment dans le Wawa, et comme partout ailleurs, et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée, prenez bien soin de vous.